Un micro pour l'oratrice. Nous attendons le représentant de la République démocratique du Congo, chers collègues. Mais je crois que je vais commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc je déclare ouverte la 8331e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Et nous allons maintenant attendre le représentant de la RDC. Peut-être le secrétariat pourrait-il essayer de savoir où sont les représentants. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de la République démocratique du Congo à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à cette séance. Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général, et chef de la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et Madame Solange Louachiga Foura, porte-parole de Rien sans les femmes. Il en est ainsi décidé. Madame Zerougui et Madame Foura se joindront à nous par visioconférence depuis Kinshasa. Monseigneur Utembi se joint à nous par visioconférence depuis Kisangani. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer son examen du point 2 de l'ordre du jour. Je souhaite attirer l'attention du membre du Conseil sur le document S/2018/762, lettre en date du 7 août 2018 du secrétaire général adressée à la présidente du Conseil de sécurité. J'aimerais rappeler à nos intervenants que certes, nous sommes absolument ravis de les entendre aujourd'hui, mais nous les prions de s'en tenir au temps en partie. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Leila Zerougui. Vous avez la parole, Madame. Bonjour, Madame la Présidente, distingués membres du Conseil. Je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de vous entretenir sur la situation en République démocratique du Congo et notamment des derniers développements relatifs au processus électoral en cours dans ce pays. Comme je l'ai déjà rapporté devant ce Conseil, alors que les préparations se poursuivent en vue de la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives nationales et provinciales, des progrès tangibles ont été enregistrés pour respecter les étapes critiques inscrites dans le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'ensemble des partis politiques et groupements de la majorité présidentielle et de l'opposition ont déposé des candidatures pour les 3 scrutins dans les délais prévus par le calendrier, ce qui constitue une étape importante sur le chemin menant à la tenue des élections le 23 décembre prochain. Cette phase de dépôt des candidatures aux élections présidentielles et législatives a été marquée par plusieurs événements qui méritent d'être soulignés. En premier lieu, le président Kabila a respecté son engagement à ne pas se présenter pour un 3e mandat. Emmanuel Ramazani Shadari a été désigné candidat unique de la majorité présidentielle sous la bannière du Front commun pour le Congo. Deuxièmement, le président de la plateforme Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, n'a pas été en mesure de soumettre sa candidature comme il le souhaitait, n'ayant pas pu rentrer en République démocratique du Congo avant la date limite du 8 août.
Diverses réactions s'en sont suivies, allant de la saisie du Conseil d'État par les avocats de M. Katumbi aux demandes des leaders de l'opposition, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et du président du Sénat d'autoriser sa candidature. Troisièmement, selon la liste provisoire publiée par la CENI le 24 août, 6 des 25 candidats à l'élection présidentielle ont été disqualifiés pour des motifs variés, dont la perte de la nationalité d'origine, le conflit d'intérêts et une condamnation pour subordination de témoins. Il s'agit du sénateur Jean-Pierre Bemba, de 3 anciens premiers ministres, Adolphe Muzitu, Antoine Gizanga et Sami Badibanga, ainsi que de Jean-Paul Moka et Marie-Josée Ifoko. Enfin, il faut noter que malgré les critères jugés plus contraignants contenus dans la loi électorale révisée, un nombre élevé de candidatures a été enregistré. En effet, selon la liste définitive publiée par la CENI, 19 640 candidats ont été retenus pour les législatives provinciales, alors que les listes provisoires font état de 19 candidats pour la présidentielle et 15 222 candidats déclarés recevables sur les 15 505 pour les législatives nationales. La proportion des candidatures féminines n'a pas évolué depuis 2011, en demeurant aux environs de 12% du total, soit 2318 pour les provinciales, 1784 pour les législatives nationales et aucune pour les présidentielles suite à l'invalidation par la CENI de la seule femme candidate. Conformément à son mandat, la MONUSCO continue d'apporter une assistance technique à la CENI pour l'organisation des élections. La mission se tient également prête à fournir un soutien logistique au processus au cas où la CENI lui en ferait la demande. Comme cela a été rapporté au Conseil lors de mes interventions précédentes, la CENI et les autorités congolaises ont indiqué à plusieurs reprises qu'un tel soutien logistique ne serait pas sollicité et que la République démocratique du Congo souhaitait organiser les élections sans appui extérieur, qu'il soit logistique ou financier. Madame la Présidente, en dépit des progrès réalisés et des assurances du gouvernement et de la CENI sur la tenue des élections le 23 décembre prochain, la période qui s'annonce sera marquée par des contestations et d'intenses consultations politiques. La publication de la liste provisoire des candidats aux élections présidentielles et législatives a suscité des contestations et des questionnements au sein de la classe politique et de la société congolaise. Il est entre autres reproché à la CENI d'avoir outrepassé ses prérogatives en excluant des candidatures sur la base d'interprétation de la loi électorale, ce qui, selon les concernés, relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. La période de contentieux est en cours et il est prévu que les listes définitives des candidats soient publiées le 19 septembre après l'examen des recours par la Cour constitutionnelle. L'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter et la non-publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent également 2 sujets de discorde majeurs entre les différentes parties prenantes. Je ne peux qu'encourager ces mêmes parties à s'appuyer sur la démarche constructive qui a été la leur lors de la période de dépôt des candidatures afin de poursuivre le dialogue sur ces questions et aplanir leurs divergences. Je reste bien évidemment déterminée à poursuivre ma mission de bons offices afin de trouver des solutions qui permettent d'instaurer un climat de confiance nécessaire à la tenue d'élections apaisées et inclusives.
Madame la Présidente, la perception de la crédibilité du processus électoral reste une préoccupation essentielle. L'examen en cours est le processus de contentieux, en particulier concernant les candidats présidentiels, par la Cour constitutionnelle sera essentiel concernant la légitimité du processus électoral à l'avenir. Une absence de confiance ou la perception d'une absence de crédibilité concernant la CENI ou les décisions de la Cour constitutionnelle ne ferait qu'aggraver les tensions concernant ce processus. Toute impression selon laquelle la CENI pourrait avoir outrepassé son mandat pour ce qui est de l'interprétation de la loi électorale concernant le fait de déterminer l'éligibilité des candidats à se présenter aux élections ne ferait que saper la confiance dans l'ensemble du processus. L'on espère que les décisions de la Cour constitutionnelle aideront à régler toute ambiguïté et à inspirer confiance. L'application scrupuleuse de la Constitution et de la loi électorale est donc essentielle afin d'aller de l'avant. Une inclusion plus significative des femmes dans le processus électoral est une priorité afin que l'esprit de la résolution 1325 ait un sens dans le contexte politique actuel de la RDC et pour que les femmes jouent un rôle dans le gouvernement nouvellement élu et dans les législatures nouvellement élues, ce que prévoit la résolution 1325. À cet égard, soutenir les candidates qui se présenteront aux élections et faire en sorte que les femmes puissent voter de manière libre et en toute sécurité le jour de l'élection, cela est essentiel. Des exemples constants de répression cible et d'intimidation des militants politiques et de défenseurs des droits de l'homme dans certaines provinces, ainsi que d'autres restrictions à l'espace politique, n'inspirent pas confiance. C'est pourquoi je continue à appeler à la levée de l'interdiction générale des manifestations publiques et à ce que l'on défende la liberté d'expression et de réunion pacifique. Il s'agit là d'éléments essentiels pour pouvoir progresser alors que les élections se rapprochent. Madame la Présidente, alors que la tenue des élections s'approche, la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est également un sujet de préoccupation. Les activités des groupes armés, des maïmaïs et des milices, peuvent avoir des conséquences négatives sur la dernière étape des préparations de l'élection et sur le jour des élections lui-même. Certes, garantir la sécurité des élections reste la première responsabilité du gouvernement. Cependant, la MONUSCO restera pleinement engagée dans tous les domaines de ces opérations afin d'aider les autorités de la RDC à prévenir et atténuer les activités de tels groupes. Madame la Présidente, il reste moins de 4 mois avant la tenue des élections et il est clair que la confiance et le consensus nécessaires concernant les questions clés laissent encore à désirer. Il est également impératif que le respect des droits et des libertés fondamentaux soit assuré sur l'ensemble du territoire de la RDC de manière cohérente afin que tous les citoyens congolais puissent participer de manière libre et régulière à toutes les étapes du processus électoral. Si l'on ne permettait pas l'engagement politique et la participation politique comme le prévoit la Constitution congolaise, cela pourrait mettre en danger la nature pacifique et la crédibilité de ces élections. Dans ce contexte, Madame la Présidente, que je réitère mon appel à toutes les parties prenantes, notamment aux autorités congolaises, à faire en sorte que les élections du 23 décembre prochain soient crédibles et paisibles en vue de permettre la première transition pacifique de pouvoir
du pouvoir en République démocratique du Congo, qui constitue une étape essentielle sur la voie de la stabilité et du développement du pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour conclure, réitérer, la MONUSCO est préparée et reste disponible pour fournir, en cas de besoin, l'appui nécessaire à ces élections. Merci, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Zerougui, pour cet exposé et pour la proposition de service de la MONUSCO pour ce qui est des élections. Je donne maintenant la parole à Monseigneur Moutembi. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil de sécurité, bonjour. La Conférence épiscopale nationale du Congo remercie très sincèrement la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'avoir invitée à briefer les membres de ces conseils sur l'évolution du processus électoral en RD Congo. Ces gestes de haute portée témoignent de la confiance du Conseil de sécurité envers la Conférence épiscopale nationale du Congo. La CENCO a accueilli avec joie cette invitation à prendre part à ces rendez-vous qui, du reste, est très important pour le pays dans sa recherche de sortie pacifique des crises sociopolitiques dans laquelle il se trouve depuis 2016. Et c'est à cœur joyeux que la CENCO prend la parole pour renseigner les membres du Conseil de sécurité sur l'évolution du processus électoral en cours dans notre pays. La CENCO a pris acte du pas significatif déjà accompli dans le processus électoral, à savoir le dépôt des candidatures aux élections présidentielles et législatives. Dans l'ensemble, le dépôt des candidatures s'est déroulé dans un climat apaisé et dans un esprit patriotique, à l'exception du cas de M. Moïse Katumbi, pour lequel nous rappelons au gouvernement le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. La désignation pour l'élection présidentielle du candidat de la majorité présidentielle, ça n'est un autre pas positif. La CENCO félicite le président de la République, la CENI, les acteurs politiques et le peuple congolais dans son ensemble pour avoir contribué à franchir avec succès cette étape qui amorce l'alternance pacifique au sommet de l'État. 3. L'engagement du gouvernement à financer le processus électoral. La CENCO encourage le gouvernement à poursuivre le financement jusqu'au bout dans un rythme qui garantira la tenue effective des élections le 23 décembre 2016. Cependant, la joie présente aura été illusoire et éphémère si le processus électoral en cours n'aboutit pas à l'organisation des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, car les élections biaisées nous maintiendront dans la crise. Ce risque est latent si l'on ne prend pas en compte les préoccupations ci-après. Primo, la non-clarification de la situation des millions de personnes enrôlées sans empreinte digitale. Secundo, le manque de consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter. Tertio, le non-parachèvement d'importantes mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. De ces faits, la CENCO réitère les recommandations suivantes à la CENI et au gouvernement. Première recommandation.
la publication le plus tôt possible des listes provisoires des personnes enrôlées afin de rassurer le peuple congolais de l'effectivité des personnes réellement enrôlées sans empreinte digitale. Deuxième recommandation, la recherche d'un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter en favorisant les concertations tripartites entre la CENI, la majorité présidentielle aujourd'hui appelée FCC, et l'opposition autour des experts nationaux et internationaux. Troisième recommandation, le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment en appliquant le reste des mesures de décrispation, que l'on évite de forcer l'interprétation des lois et de manipuler la justice dans le but d'exclure de façon arbitraire certains candidats de la compétition électorale. Les élections non inclusives constitueront un préjudice au processus de la pacification du pays. Quatrième recommandation, la facilitation de l'observation des élections aux organisations nationales et internationales qui en ont la compétence et qui expriment le vœu de participer au rendez-vous électoral du 23 décembre 2018, ce qui est une preuve que l'on n'a rien à cacher tout au long de ce processus. La crédibilité des élections dépend énormément de l'observation de ces élections par des groupes nationaux et internationaux qui en sont intéressés. La CENCO entend contribuer à l'observation des prochaines élections. Elle envisage de déployer 1026 observateurs à long terme et 40 000 observateurs à court terme. Elle compte sur l'engagement de la CENI à accréditer tous ces observateurs qui seront bien formés et à leur faciliter cet important travail qui contribuera sans doute à l'apaisement du climat post-électoral. La CENCO compte beaucoup sur l'implication et l'engagement de la communauté internationale, en particulier la SADC et le CURGL, pour aider la République démocratique du Congo à sortir pacifiquement de la crise par le respect des clauses de l'accord de la Saint-Sylvestre. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil de sécurité, je vous remercie de votre aimable attention. I thank Monseigneur. Je remercie Monseigneur Outembi pour son exposé. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame Solange Louachiga Fouraha. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente, Messieurs et Dames, membres du Conseil de sécurité, nous voulions d'abord vous remercier pour cette opportunité offerte aux femmes de la République démocratique du Congo, ce qui prouve combien le Conseil de sécurité tient à la place de la femme et à sa participation dans la gestion de la chose publique. Nous remercions également les différents partenaires tels que DFID, NDI, la MONUSCO qui nous a toujours accompagnés pour s'être impliqués pour que cette activité puisse être réalisée. Nous sommes ici pour vous parler de la participation des femmes congolaises dans le processus électoral et les rôles que ces dernières ont joués. Nous prenons d'abord comme repère les élections de 2006 où les femmes congolaises se sont fortement mobilisées comme électrices, candidates, observatrices et témoins, avec beaucoup d'espoir dans ces élections pour une RDC paisible, développée, avec une gouvernance inclusive et participative. D'ailleurs, on a noté 52% des femmes enrôlées. Malgré le nombre réduit des femmes candidates
moins de 15%, et leur faible élection avec le même pourcentage, il faut remarquer que l'essentiel était d'abord la prise de conscience des femmes qui ont vu une grande opportunité d'exercer leurs droits civiques et citoyens en tant qu'électrices, candidates, observatrices et témoins. Les parties prenantes nationales, internationales, ont joué un rôle important dans cette mobilisation des femmes. La communauté internationale, à travers la MONUSCO, a joué un rôle prépondérant dans l'organisation et la tenue de ces élections. La non-organisation des élections locales et municipales, qui était supposée être une opportunité pour les femmes, est devenue un moyen de découragement. Les femmes ont voté plus pour les hommes et leur analphabétisme a impacté négativement leur choix. La période de 2011-2018. Durant cette période, l'on a noté une réelle baisse de la motivation des citoyens et citoyennes, en particulier les femmes politiques et potentielles candidates. La raison de cette démotivation se trouve déjà dans différentes raisons: les us et coutumes, les moyens financiers, les raisons politiques, etc. La carte d'électeur jouant un rôle de carte d'identité, plusieurs femmes se sont enrôlées pour posséder une identité, mais réellement pas pour aller voter, ce qui a une certaine répercussion sur les candidatures féminines. La révision de la Constitution en 2010 et la non-organisation des élections de 2016 a créé une certaine impasse et crise politique et des débats autour de la légitimité du président Joseph Kabila, ainsi que les assemblées et les sénats. Ce qui a conduit à des initiatives de paix pour dénouer la crise, concertation, accord de la Saint-Sylvestre, où l'on a noté malheureusement une faible représentation des femmes, dont 18% dans les dialogues organisés par l'Union africaine et 3 femmes sur 32 pour les dialogues au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il est à noter que durant ces processus ci-cités, les candidatures des femmes est restée en dessous des 15%. L'objectif du mouvement Rien sans les femmes étant la représentation égalitaire des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux en République démocratique du Congo, l'une des premières actions du mouvement était d'adresser une pétition contenant 207 315 signatures au Parlement national pour demander de rendre contraignante la candidature des femmes sur les listes électorales conformément à l'article 14 sur la parité. Malheureusement, le retour de l'Assemblée nationale n'a pas été encourageant, avec comme conséquence le faible alignement des femmes sur les listes électorales et leur adhésion à la dernière minute dans d'autres partis politiques qui les acceptent mais ne garantissent pas leur élection. Avec cela, on observe également la faible démocratisation des partis politiques et incapacité de former une élite politique capable de relever le défi lié à la gouvernance participative et inclusive. La non-application de la loi sur le financement de partis politiques, des assemblées provinciales et nationales, de moins de 15% de femmes depuis 2006. Malgré les compétences de certaines femmes politiques et candidates, la majorité de la société congolaise est encore réticente au vote des femmes. Il y a les faibles ressources financières pour les cautions et campagnes électorales, l'insuffisance d'appui pour la mobilisation des électeurs autour des élections des femmes et faible familiarisation
des femmes avec la machine à voter. À ce contexte s'ajoutent quelques défis et craintes liés à la tenue des élections démocratiques transparentes, libres et apaisées en 2018. On note d'abord, au niveau du partenariat RDC, communauté internationale, selon les dires du gouvernement, je cite, « Nous ne voulons plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections. » Cette citation constitue une grande préoccupation pour la population congolaise car le refus de financement externe pour la RDC n'est pas un signe de quiétude. Nos préoccupations tournent aussi autour du fait qu'il y a le risque de refuser d'accréditer les observateurs internationaux et même nationaux selon les cas, ainsi que la mobilisation des partenaires internationaux pour ces élections. Défis liés à la paix et la sécurité. Il y a les craintes sur la volonté de la RDC à garantir la sécurisation nationale des élections, la prévention des violences basées sur le genre avant, pendant et après les élections, ainsi qu'assurer les élections libres, transparentes et apaisées afin de garantir l'acceptation des résultats. Notons aussi que le manque de consensus sur l'utilisation de la machine à voter et les débats autour de l'audit du fichier électoral restent des éléments perturbateurs. Il s'y est de souligner un accompagnement spécifique de femmes candidates. Au vu de ces contextes, nous recommandons ce qui suit. À vous, nos partenaires, Conseil de sécurité des Nations Unies, la communauté internationale, de pousser le gouvernement congolais à garantir la tenue effective des élections libres, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées en tenant compte de la résolution 1325. Amener le gouvernement congolais à comprendre l'importance de l'appui de la communauté internationale dans l'organisation des élections et la crédibilisation de ces dernières, ainsi que la prévention des violences électorales. Réactiver les rôles logistiques et sécuritaires de la MONUSCO, persuader également les partis politiques de la majorité et de l'opposition sur la tenue effective des élections. Aux partenaires internationaux, appuyer les mouvements Rien sans les femmes et d'autres acteurs de la société civile pour plus de mobilisation autour de la participation des femmes dans les instants de prise de décision et particulièrement leur élection. Appuyer financièrement la sensibilisation civique et électorale ainsi que la formation des observateurs et observatrices pour les prochaines élections. Au gouvernement congolais de rassurer le peuple congolais de l'effectivité des élections de décembre 2018 ainsi que les prochaines municipales et locales. Capitaliser le partenariat externe pour relever les défis logistiques et sécuritaires. Garantir la sécurité des femmes avant, pendant et après pour les élections pour éviter que le pays ne sombre dans les chaos. Appliquer la loi sur le financement des partis politiques et mettre en place les deux organes, comité interministériel et conseil national genre et parité. Nous vous remercions. Ms. Faraha, Madame Fora, merci de cet exposé édifiant. Je donne la parole aux membres du Conseil qui souhaitent la prendre, en commençant par la représentante des États-Unis.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie la délégation française de m'avoir permis de m'exprimer étant donné que je dois partir plus tôt. Je remercie les intervenants d'avoir mis à jour les membres du Conseil sur les préparatifs électoraux en RDC. Je vous remercie particulièrement d'avoir convoqué cette réunion importante qui arrive à point nommé, car en effet, nous sommes à court de temps. Aujourd'hui, la RDC est à 118 jours des élections. Il reste moins de 4 mois pour que le gouvernement termine d'organiser des élections libres, régulières et crédibles. Heureusement, nous avons déjà franchi des jalons importants. Le président Kabila n'a pas annoncé sa candidature aux élections présidentielles avant la date butoir et par conséquent, il ne pourra pas se présenter à sa réélection ou rester président après janvier 2019. Nous nous félicitons de l'annonce par le président Kabila de ne pas chercher un troisième mandat. Il s'agit là d'un jalon très important pour parvenir à une transition pacifique du pouvoir. L'histoire accueillera favorablement la décision du président Kabila dès lors qu'elle a comme point d'orgue des élections libres crédibles qui permettent une démocratie durable pour la population congolaise. Et nous espérons qu'il en sera le cas dans les mois à venir. Tout en saluant les progrès réalisés, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les signaux d'alerte. Il reste moins de 4 mois avant les élections. Comment est-ce que la CENI va pouvoir transporter le matériel électoral dans plus de 90 000 bureaux de vote? Est-ce qu'il y aura suffisamment de machines à voter ou est-ce que les autorités vont prolonger le vote de jours ou de semaines supplémentaires? Est-ce qu'il est possible de recharger les machines de vote dont la batterie peut tenir 12 heures? Est-ce que les machines ont été dûment testées? Est-ce que les électeurs qui sont nombreux à ne pas jamais avoir utilisé un écran tactile sauront comment les utiliser? Est-ce que les organisateurs préparent des bulletins de vote au cas où les machines à voter ne fonctionneraient pas? Autant de questions qui peuvent être synonymes de problèmes, en sachant qu'il y a aussi des solutions. Les autorités congolaises devraient permettre à la MONUSCO d'apporter un appui logistique et au transport. La MONUSCO dispose des moyens disponibles prêts à être déployés. Les autorités congolaises devraient également laisser les électeurs utiliser des bulletins de vote en version papier. C'est une méthode de vote facile à transporter. La RDC devrait utiliser les même système que ceux qui avaient été mis en œuvre avec fruit en 2006 et 2011, y compris avec le soutien des Nations Unies. Des bulletins de vote ont suffi à élire le président Kabila et devraient suffire également à élire son successeur. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Kabila l'année dernière. S'il était ici aujourd'hui, je lui dirais que c'est remarquable que le gouvernement de la RDC ait décidé d'auto-financer et d'appuyer à lui seul les élections. Mais est-ce faisable? Est-ce réaliste? Est-ce même nécessaire? Ce n'est pas remettre en cause la souveraineté de la RDC que d'accepter l'appui logistique de la MONUSCO. La RDC est en train de gaspiller des ressources précieuses pour acheter des capacités qui sont déjà mises à leur disposition. Mon gouvernement et d'autres consacrent des dizaines de millions de dollars à une aide humanitaire qui sauve des vies dans le pays. Il est troublant de voir que le président Kabila et la CENI ont refusé notre concours. Nous respectons la RDC en tant qu'État membre souverain des Nations Unies. Mais nous ne pouvons que nous poser la question lorsque le gouvernement congolais refuse l'aide qui permettrait de garantir des élections libres, régulières et continue parallèlement d'accepter l'aide humanitaire que nous sommes si nombreux à leur fournir. Autres signaux d'alarme, nous sommes vivement préoccupés par la décision du 24 août de la CENI de disqualifier certains candidats de l'opposition à l'élection présidentielle pour ce qui semble être des raisons politiques. Ce n'est pas de la sorte qu'un processus électoral ou toute autre commission électorale indépendante devrait fonctionner. Nous félicitons les candidats qui perçoivent leur disqualification comme étant injuste d'avoir intenté un processus d'appel en respectant les règles du processus démocratique. L'opposition et les organisations de la société civile montrent une fois de plus à quel point la CENI a perdu en indépendance.
Le président de l'Assemblée nationale continue de refuser la volonté d'un parti d'opposition de remplacer son candidat à la CENI en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016. Le ministre de la Justice continue de détenir des dizaines de membres de l'opposition et des activistes de la société civile, à nouveau en violation des accords de la Saint-Sylvestre. Il faut créer un espace politique permettant aux candidats de faire campagne, aux citoyens de se rassembler et aux membres de l'opposition de s'exprimer librement sans crainte de représailles. Il ne peut y avoir de violence contre les membres de l'opposition. Il faut que tous les candidats puissent être sur un pied d'égalité. Nous ne saurons jamais quelle est la volonté du peuple congolais si l'environnement n'est pas propice à la tenue d'élections. Il nous reste 118 jours. Ces problèmes peuvent être réglés. Il nous reste suffisamment de temps. Les doutes que nous avons sont peut-être infondés, mais le gouvernement congolais va devoir faire un choix. Les espoirs d'autodétermination de plus de 80 millions de citoyens congolais dépendent de la décision de la saignée du président Kabila qui sera rendue dans les semaines et les mois à venir. L'heure est venue de faire un choix. Nous leur demandons de choisir d'appuyer la MINUSCO, de choisir des élections libres, régulières et crédibles, de choisir une transition pacifique du pouvoir en janvier 2019 et ce faisant, choisir un avenir meilleur pour des générations entières de Congolais. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la représentante de la France. Madame la Présidente, je remercie la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Leila Zerougui, pour la grande qualité de son intervention et plus largement pour son engagement exemplaire auprès de la République démocratique du Congo. Je remercie également le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, pour son exposé d'une parfaite clarté et dont l'implication est indispensable au succès du processus électoral. Je remercie enfin Madame Solange Lwashiga Furaha, porte-parole de Rien sans les femmes, pour son combat exemplaire en faveur des femmes en RDC et de leur participation au processus politique et électoral. Madame la Présidente, les élections du 23 décembre 2018 constituent un moment historique pour la RDC, devant permettre, pour la première fois dans l'histoire du pays, d'assurer un transfert pacifique du pouvoir. C'est une occasion unique pour le pays de s'engager durablement dans la voie de la paix et de la stabilité. Ces élections sont celles du peuple congolais. La France réaffirme son plein respect de la souveraineté de la RDC et encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus électoral et la tenue d'élections libres, inclusives et transparentes dans le respect du calendrier et de la Constitution. Le succès de cette étape cruciale dans l'histoire politique du pays relève de la responsabilité et de l'engagement de chacun. Aussi, revient-il à l'ensemble des parties prenantes de préserver l'esprit de dialogue et de consensus issu de l'accord du 31 décembre 2016. Je souhaite insister sur 2 conditions indispensables au succès du processus électoral. La première est que celui-ci doit se dérouler dans un climat de confiance. L'ouverture de l'espace politique et démocratique, ainsi que le respect des libertés fondamentales, à commencer par la liberté d'expression et de manifestation, sont indispensables. La France appelle le gouvernement congolais à lever l'interdiction générale de manifester et à libérer au plus vite les prisonniers politiques, conformément aux mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre, justement rappelé à l'instant par Monseigneur Outembi. À cet égard, le respect des droits de l'homme et des engagements pris par la RDC devant le Conseil des droits de l'homme à Genève sont essentiels. La France encourage également les autorités congolaises à assurer la participation des femmes au processus politique, dont celles-ci demeurent encore trop souvent exclues, comme les chiffres indiqués à l'instant par Mme Zerougui le soulignent. Le respect du calendrier électoral est indispensable. Ce critère déterminera largement la confiance des Congolais. Les élections doivent avoir lieu à la date prévue, conformément à l'engagement de toutes les parties. La France salue l'avancée des préparatifs législatifs et techniques dont témoigne la publication de la liste provisoire des candidats par la CENI dans la nuit du 24 au 25 août. De plus, nous tenons à saluer à nouveau la décision du président Kabila de ne pas se représenter conformément à la Constitution. Pour maintenir cette dynamique positive,
toute remise en cause du calendrier électoral doit impérativement être évitée. La prochaine étape sera désormais l'examen par la Cour constitutionnelle des recours sur les candidatures invalidées par la CENI qui doivent être déposées ces prochains jours avant la publication des listes définitives le 19 septembre. Les décisions de la Cour doivent permettre de maintenir un climat de confiance dans le processus électoral alors que l'inclusivité sera un facteur important dans le succès de cette élection. Par ailleurs, la France respecte pleinement la décision souveraine de la RDC de prendre en charge le financement et la logistique de l'organisation des élections. Elle rappelle néanmoins que la MONUSCO se tient à la disposition de la RDC pour lui fournir un appui logistique en cas de besoin. Pour cela, il est indispensable que les autorités compétentes transmettent à la MONUSCO les informations nécessaires afin que cette dernière soit en mesure d'apporter son appui en temps voulu, le cas échéant. Madame la Présidente, les questions techniques sont encore en suspens et doivent être réglées. La France renouvelle son appel à la CENI à créer un plus large consensus sur l'utilisation des machines à voter, via notamment un accès et une familiarisation à ces dernières par l'ensemble des citoyens. Par ailleurs, nous encourageons la CENI à mettre en œuvre les recommandations faites par l'Organisation internationale de la francophonie dans son audit de juin dernier, à commencer par la publication du fichier électoral, alors que 6,6 millions de personnes y sont inscrites sans empreinte digitale. Loin d'être anecdotiques, ces points techniques constituent un enjeu de crédibilité pour l'ensemble du processus. Madame la Présidente, la deuxième condition, c'est que ces élections doivent se dérouler dans un climat pacifique. La France reste préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. Cette situation est susceptible, dans certaines régions, de remettre en cause le processus électoral. Les tensions dans les Kasaï ont fait de nombreuses victimes, alors que les experts commissionnés par le Conseil des droits de l'homme ont rapporté des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Quant à la situation dans l'est du pays, notamment au nord et au sud Kivu, elle demeure extrêmement inquiétante et est d'autant plus fragile depuis la nouvelle épidémie d'Ebola déclarée le 1er août dans le territoire de Beni. La France salue dans ce contexte les déploiements de la MONUSCO dans les zones de violence, notamment à l'est du pays. Il est indispensable de continuer à reconfigurer la MONUSCO pour renforcer la protection des civils. La sécurisation des élections à venir et leur soutien logistique, si les autorités le souhaitent, doivent être la priorité de la MONUSCO sur le court terme. Madame la Présidente, la France se tient aux côtés de la RDC. Avec ses partenaires du Conseil de sécurité, de l'Union africaine et de la région, elle continuera à s'engager pour s'assurer que le processus électoral mène à des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Car au-delà de ces échéances de décembre prochain, c'est l'avenir du pays qui se joue dans les mois à venir. Un avenir dont nous souhaitons qu'il soit marqué par la stabilité, le développement et la paix. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne la parole au représentant du Pérou. Madame la Présidente, nous vous remercions d'avoir convoqué cette réunion et nous saluons les présentations importantes de Madame Leila Zerougi, Marcel Outembi et Madame Solange Lwashinga Foura. De même, nous saluons le travail important qu'ils mènent dans leurs domaines respectifs. Nous suivons de très près les progrès réalisés pour respecter le calendrier électoral en RDC sous la houlette du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Nous insistons sur la nécessité de tenir en décembre prochain des élections légitimes, démocratiques, crédibles, sans exclusive, pacifiques. Nous saluons d'ailleurs la décision du président Joseph Kabila de ne pas se présenter à sa réélection. Il est selon nous crucial que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, reste informée du processus afin de pouvoir accompagner et soutenir le gouvernement et les citoyens congolais alors qu'ils s'efforcent d'en garantir un déroulement fructueux et parvenir à une paix pérenne. Ce processus va de pair avec de nombreux défis qui doivent être réglés. Il est selon nous urgent de définir une date dans un avenir proche pour tester les machines de vote et envisager des alternatives si ces machines
ne réagissent pas de façon appropriée ou posent des problèmes d'utilisation. Voilà pourquoi nous estimons pertinente la proposition de la conférence épiscopale pour qu'un groupe d'experts techniques indépendants puisse vérifier leur bon fonctionnement. En outre, pour que le gouvernement puisse préciser quel est le soutien logistique attendu de la MONUSCO pour déplacer le matériel électoral. Tout aussi pertinente, selon nous, la recommandation de l'Organisation internationale de la francophonie concernant la nécessité de publier dans les plus brefs délais une liste d'électeurs pour en permettre la vérification, les amendements éventuels et vérifier le climat de confiance. Le tout dans le plein respect par le gouvernement de l'exercice des droits politiques de tous les groupements politiques et citoyens en général et conformément au Code de conduite électorale. À cet égard, nous sommes préoccupés dès lors que les projets législatifs sur les mesures d'instauration de la confiance n'aient pas été examinés, notamment le projet d'amendement à la loi de 2015 sur les manifestations. Nous souhaitons inviter les autorités congolaises et toutes les forces politiques à redoubler leurs efforts afin de promouvoir une participation accrue des femmes au processus électoral en tant que candidates et électrices et leur participation plus générale à la vie politique du pays. Il a été prouvé que la participation des femmes et des jeunes contribue résolument à une paix pérenne sur la base d'une vision partagée de l'avenir. En conclusion, Madame la Présidente, je rappelle le rôle important de soutien, d'accompagnement de la MONUSCO, de l'Union africaine, des organisations infrarégionales, des pays voisins, pour que le processus électoral puisse marquer un tournant sur la route vers la paix, le progrès et le développement du pays. Merci. Je remercie le représentant du Pérou de sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Leila Zerougui, pour ces informations actualisées sur la situation en République démocratique du Congo et également sur l'application des accords politiques de décembre et la préparation des élections. Nous avons également pris bonne note de la déclaration du président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de la représentante de la société civile. Nous regrettons ne pas avoir pu entendre le président de la Commission électorale nationale congolaise. Nous considérons que la tenue en temps voulu des élections prévues pour le 23 décembre permettront de diminuer la tension politique dans le pays. Tant que nous sachions, la préparation technique et législative aux élections prévues pour décembre se font conformément au calendrier électoral adopté par la Commission électorale. Nous notons les mesures prises par Kinshasa, notamment l'adoption en temps voulu de la loi sur la répartition des sièges dans les organes législatifs provinciaux et les conseils locaux, la publication de la liste définitive des partis politiques admis aux élections et groupements politiques. Ce qui est important, c'est que sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie ait lieu un audit des listes électorales. Il est bon que la moitié des partis politiques du pays ait signé un code de bonne conduite pour les élections. Nous avons attiré l'attention sur la déclaration de juillet du président congolais M. Joseph Kabila devant l'Assemblée nationale, dans laquelle le dirigeant congolais à nouveau a confirmé son attachement au respect de la Constitution du pays. Enfin, tout récemment, c'est terminé le processus d'enregistrement des candidats à l'élection présidentielle. Comme on le sait, la plateforme formée par les partisans du président, le Front commun pour le Congo, a présenté un candidat unique, Emmanuel Ramzani Cherdari. Pour nous, c'est un bon signal qui vient à être nommé. Il serait bon que les forces de l'opposition, elles aussi, renoncent à toute intention négative. Nous appelons nos collègues à ne pas diaboliser la décision de la commission électorale d'utiliser les machines à voter pour le vote. Nous sommes d'accord pour dire que pour éviter le dysfonctionnement dans le processus électoral, Kinshasa doit garantir un financement durable des élections. Nous respectons la décision du gouvernement congolais de compter sur ses propres ressources. Nous attirons l'attention sur les possibilités de la MONUSCO pour les élections. Nous ne nions pas la nécessité de relancer l'application des mesures de confiance, notamment concernant la question phare évoquée de l'accord politique des acteurs politiques se trouvant à l'étranger. Nous appelons tous les acteurs politiques
à renoncer à tout recours à la force. Il est également essentiel de respecter la souveraineté et la législation de l'RDC. Pour nous, le rôle de la MONUSCO pour l'organisation de la tenue des élections ne doit pas outrepasser le mandat de la résolution 2409 du Conseil de sécurité. La protection des civils dans le contexte des élections doit se faire en respectant strictement les principes fondamentaux du maintien de la paix, sans ingérence dans les affaires intérieures de Kinshasa. Nous partons du principe que ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent déterminer leur destin. La tâche de la communauté internationale, c'est de les aider dans les domaines où cela est véritablement nécessaire. Madame la Présidente, les élections ne sont pas la panacée. Il est indispensable de mettre l'accent sur le règlement des causes fondamentales de la crise. Il ne faut pas non plus oublier la nécessité de poursuivre la lutte contre les groupes armés illégaux dans l'est du pays, qui continuent à représenter un danger pour la population civile. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de son intervention et je donne la parole au représentant des Pays-Bas. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir convoqué cette réunion à la demande de plusieurs membres du Conseil, dont le Royaume des Pays-Bas. Je remercie les intervenants de nous avoir fourni divers éclairages sur la préparation des élections. Je réitère notre soutien à la représentante spéciale Leila Zerougi. J'aborderai aujourd'hui 3 points principaux. Premièrement, la préparation des élections. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et troisièmement, le soutien de la communauté internationale. Madame la Présidente, mon premier point, la préparation des élections. Le Royaume des Pays-Bas salue la décision du président Kabila de ne pas briguer de 3e mandat, conformément à la Constitution congolaise. Il s'agit là d'un moment capital dans la préparation des élections. Nous saluons aussi le récent renforcement de l'engagement de la CENI et des partis politiques. Nous nous félicitons de la création de cours d'appel provinciales supplémentaires. Cependant, beaucoup reste à faire en vue de la tenue d'élections libres, crédibles, transparentes et pacifiques. Il est essentiel que toutes les parties aient confiance dans la CENI et dans la préparation des élections. Plusieurs partis politiques ont exprimé leurs préoccupations quant aux étapes clés. Celles-ci incluent notamment la livraison en temps voulu, le stockage et la distribution des machines à voter, ainsi que leur utilisation. En outre, les modalités de l'audit citoyen du fichier électoral ne sont toujours pas clairement fixées. Ce sont là autant de défis importants pour la CENI. Et nous encourageons toutes les parties à engager le dialogue afin de résoudre les difficultés. Nous constatons avec satisfaction que le gouvernement congolais a versé une partie du budget électoral. Cependant, il n'en est pas moins essentiel que les fonds restants soient transférés dans les temps. Nous aurions voulu savoir si M. Nanga pense que le budget électoral sera couvert. Nous réaffirmons la volonté de la communauté internationale d'apporter un soutien logistique. Nous encourageons la CENI et le gouvernement à déposer les demandes afférentes dans les délais impartis. Et nous regrettons que le président de la CENI, M. Nanga, ait dû annuler sa participation à ce briefing. Madame la Présidente, mon deuxième point concerne l'importance de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre qui relève de toutes les parties congolaises qui l'ont signé. Cet accord constitue la seule voie possible pour que le scrutin soit accepté par l'ensemble de la population congolaise. Par conséquent, l'absence persistante d'avancées importantes dans la mise en œuvre des mesures de décrispation suscite de sérieuses préoccupations. Tous les candidats doivent pouvoir participer dans des conditions équitables de concurrence. Le processus électoral doit être inclusif. 6 candidats ont été jugés non éligibles par la CENI. Nous appelons toutes les parties prenantes à continuer à faire preuve de la plus grande retenue.
pendant que d'éventuelles procédures d'appel sont en cours. Et nous exhortons les autorités à veiller à ce que le processus soit inclusif. Une autre étape primordiale est la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les cas emblématiques. Je tiens à préciser que les prisonniers d'opinion, dont les 5 membres de Filimbi, ont été privés de leur droit à un procès équitable. Le Royaume des Pays-Bas est également très préoccupé par le faible niveau de participation des femmes, comme souligné par Mme Zerougi et Mme Fouraha. Avec 12% de candidates, la RDC accuse un retard sur la région. Certains partis politiques n'ont aucune candidate. Et Mme Washika Fouraha apporte pourtant la preuve que le Congo ne manque pas de leaders féminines. Nous appelons tous les partis à intensifier leurs efforts en vue d'inclure les femmes congolaises dans le processus électoral. Madame la Présidente, mon 3e et dernier point concerne la volonté de la communauté internationale de soutenir le peuple congolais. Outre le processus électoral, la lutte contre la nouvelle épidémie d'Ebola dans l'est du Congo nécessite également un soutien international. Combinée aux graves risques de sécurité, cette nouvelle épidémie pourrait facilement évoluer vers une autre catastrophe humanitaire. Il est essentiel que tous les États membres fassent leur possible pour empêcher l'escalade de cette crise. Et nous nous félicitons que le Conseil ait l'occasion de discuter de la situation demain matin. En conclusion, Madame la Présidente, la visite du Conseil en RDC en octobre prochain sera une visite de solidarité avec le peuple congolais. Elle aura lieu à un moment clé. Avec l'Union africaine, la CEDEAO, la CIRGL et les autres parties prenantes pertinentes, le Conseil continuera à ouvrir avec la RDC tout au long de cette année essentielle. Il n'est pas question de détourner le regard. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le représentant des Pays-Bas pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Kazakhstan. Madame la Présidente, comme d'autres, nous remercions la représentante spéciale, Madame Zerougi, pour son exposé très précieux. Je remercie également le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, et la représentante de Rien sans les femmes, Solange Loa-Shigafura, pour leurs informations riches d'informations. Nous répétons l'importance de la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, ce de la part de toutes les parties. À cet égard, nous nous félicitons de l'annonce récente par le président Joseph Kabila qu'il ne se représenterait pas aux élections. C'est une mesure importante permettant une transition pacifique du pouvoir. Nous notons également l'importance de l'organisation d'élections régulières, transparentes et inclusives comme prévu. Ce processus pris en main par la nation doit être tenu respectant la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que son unité. Nous félicitons des efforts des autorités nationales et de la CENI visant à préparer les élections conformément au calendrier électoral, y compris l'achèvement de la constitution de listes électorales ainsi que de la liste des candidats aux élections présidentielles et législatives. Nous nous félicitons et nous encourageons de nouvelles interactions de la Commission avec tous les participants au processus électoral pour régler les différends. Nous appelons les autorités de la RDC à continuer à mettre en œuvre les mesures visant à créer les conditions propices à la tenue d'élections crédibles, y compris une participation significative des femmes dans le processus. Il faut faire davantage d'efforts pour établir un dialogue intercongolais constructif et inclusif afin de réaliser des progrès politiques et d'établir la confiance dans le processus électoral, y compris son aspect technique. Nous nous félicitons de la détermination du gouvernement à assumer la pleine responsabilité du financement des élections et nous encourageons les autorités nationales à poursuivre leur coopération avec la Commission afin de fournir les ressources nécessaires. Par ailleurs, nous notons la disposition de la MONUSCO à fournir une assistance logistique pour préparer les élections et nous appelons à une coopération accrue entre la CENI et la MONUSCO. Il est
très important d'éliminer à temps voulu les difficultés potentielles, procédurales, techniques et logistiques qui peuvent mettre en danger les résultats des processus politiques comme électoraux. Nous félicitons la MONUSCO pour avoir fourni une assistance importante en préparation des élections. Il était également important que les autorités de la RDC prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité pendant les élections avec l'appui de la MONUSCO. La RDC entre dans une phase décisive qui déterminera son avenir. À cet égard, nous appelons toutes les organisations régionales et infrarégionales, ainsi que les États voisins, à continuer de promouvoir le processus politique et électoral afin de garantir des conditions favorables pour la tenue d'élections temps voulues et pacifiques qui auront des conséquences positives pour la stabilité dans l'ensemble de la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Kazakhstan pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Madame la Présidente, j'aimerais remercier la représentante spéciale Madame Zerougui et le président de la CENCO, Monseigneur Utenbi, pour leurs exposés. Nous avons également écouté attentivement la déclaration de Madame Fouara au nom de la société civile. L'appel à la stabilité et le processus politique en RDC ont attiré l'attention de la communauté internationale et politiquement et celle des pays de la région. La situation en RDC de manière générale est stable et la préparation aux élections générales va de l'avant. Le Conseil de sécurité doit pleinement reconnaître et appuyer cela et fournir une aide constructive au pays. Les élections générales à venir sont une mesure essentielle dans le processus politique de la RDC. L'appui électoral fourni par la communauté internationale doit respecter les véritables besoins du pays et correspondre à la situation réelle sur le terrain. La Chine a toujours considéré qu'une solution politique est la seule façon de régler les questions en RDC. Le Conseil de sécurité doit continuer à appuyer l'Union africaine, la CRGL et autres organisations régionales et infrarégionales, ainsi que les pays de la région, les aider à jouer un rôle de chef de file pour la médiation et encourager les organisations et les pays de la région à renforcer leur communication et leurs contacts avec les parties congolaises par divers canaux. En particulier, il faut mettre l'accent sur le fait d'écouter la volonté du gouvernement de la RDC et respecter sa prise en main du processus politique. Nous encourageons toutes les parties à prendre des mesures concrètes pour revenir à un règlement politique grâce au dialogue, la consultation et à mettre en œuvre l'accord politique du 21 décembre 2016. Tout en fournissant une aide à la RDC, la communauté internationale doit faire en sorte que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la RDC soient simplement respectées. Nous devons aider le pays à renforcer ses propres capacités sécuritaires afin qu'il puisse réaliser la paix et la sécurité de manière indépendante. La MONUSCO doit strictement observer son mandat et renforcer les consultations avec le gouvernement de la RDC. Madame la Présidente, la Chine a toujours été active et constructive concernant les questions de paix et de sécurité en Afrique. Elle a toujours aidé les pays africains à rechercher des solutions africaines à des problèmes africains. Le sommet de Beijing en 2018, le sommet sur la coopération Chine-Afrique aura lieu les 3 et 4 septembre. Le thème sera la Chine et l'Afrique vers une communauté encore plus forte avec un avenir partagé pour la coopération. Les dirigeants de la Chine et des pays africains se réuniront à Beijing pour discuter des plans d'une coopération future et proposant de nouvelles mesures pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine a toujours appuyé le processus de paix RDC et a participé activement aux opérations de maintien de la paix là-bas. Nous avons également fourni une aide humanitaire, y compris des médicaments et des aliments au pays. Nous avons participé activement au développement socio-économique du pays. La Chine est prête à œuvrer avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif pour réaliser la paix, la stabilité et le développement en RDC. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je donne la parole à la Pologne. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier nos intervenants, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerougui, Monseigneur Marseille Utembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Madame Solange Fouara, porte-parole de Rien sans les femmes. Je les remercie pour leurs exposés très informatifs. Madame la Présidente, le processus électoral en République démocratique du Congo entre dans sa phase finale. À cet égard, nous saluons la décision du président Joseph Kaliba de respecter la constitution de la République démocratique du Congo et de cesser ses fonctions à la fin de l'année. La tenue en temps voulu des élections est essentielle pour garantir la stabilisation de la RDC.
C'est pourquoi nous appelons le gouvernement, la Commission nationale électorale indépendante et toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble à la tenue des élections en décembre, en respectant pleinement la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016. Une coopération étroite avec la société civile, en particulier avec les représentantes des femmes et leur participation au processus électoral, cela est essentiel pour garantir une représentation sur un pied d'égalité des femmes comme des hommes dans la prise de décision à tous les niveaux en RDC. À cet égard, nous félicitons Rien sans les femmes pour ces efforts visant à garantir la participation la plus large possible des femmes dans les élections à venir et leur appui aux candidates. La Pologne répète également son appel en faveur d'un transfert de pouvoir pacifique en temps voulu en janvier 2019, comme le prévoit le calendrier électoral et conformément à la Constitution congolaise. Nous sommes convaincus qu'une mise en œuvre effective de l'accord de décembre, y compris les mesures de confiance ainsi que le respect du calendrier électoral, tout cela est essentiel pour un processus électoral pacifique et crédible. Le respect des droits humains fondamentaux, y compris la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique, sont essentiels pour une transition démocratique, un transfert du pouvoir, ainsi que la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. Il va sans dire que la situation politique en RDC a des conséquences très importantes sur la stabilité de l'Afrique centrale et subsaharienne. Un Congo pacifique et connaissant la croissance pourrait être un énorme atout pour l'ensemble du continent. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais répéter notre plein appui à la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo, ainsi que pour les hommes et femmes de la MONUSCO. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Pologne pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la Suède. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les intervenants pour leurs informations actualisées très complètes sur la situation RDC. Nous saluons vos efforts sans relâche et nous appuyons pleinement vos tâches importantes et difficiles avant les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre. Nous nous félicitons des progrès réalisés concernant la préparation technique de ces élections. L'enregistrement des candidats a été un jalon important, nous notons. La liste des candidats aux élections présidentielles et législatives approuvées présentée par la CENI pendant le week-end. L'annonce par le président Kabila qui a l'intention de respecter la Constitution et de ne pas solliciter un nouveau mandat est particulièrement bienvenue. Les défis techniques restants doivent maintenant être relevés en temps voulu. À cet égard, il faut renforcer les efforts visant à garantir la participation pleine et entière des femmes au processus politique. Il a été décevant que seul un petit nombre de femmes ait été enregistrées comme candidates pour les élections provinciales et législatives. Il faut tirer des enseignements de cet échec pour l'avenir, mais maintenant nous devons mettre l'accent sur le soutien aux candidats qui sont enregistrés. Il faut également créer les conditions permettant aux femmes de participer activement au processus à venir et de voter de manière libre et en sécurité le jour de l'élection. Ces efforts doivent inclure l'appui et l'encouragement aux femmes pour ce qui est du processus d'enregistrement aux élections et garantir un vote exempt de pression. Par exemple, garantir l'accès individuel au bulletin de vote, l'information sur les droits de vote et garantir un accès en pleine sécurité aux bureaux électoraux. Pour ce qui est de l'appui aux candidates, il faut appuyer des initiatives pour empêcher des attaques sexistes, le harcèlement sexuel et le sabotage sexiste des campagnes des candidates. Pour tout cela, nous encourageons les autorités et l'ONU à se coordonner étroitement avec les organisations pertinentes de la société civile, notamment pour mieux comprendre les questions qui se posent et pour faire en sorte que les citoyens soient bien informés. Madame la Présidente, les préparations techniques ne suffisent pas pour garantir des élections libres, régulières et crédibles. La situation sécuritaire actuelle, avec un haut niveau de violence qui se poursuit, y compris des violences sexuelles et sexistes, et d'autres violations et atteintes aux droits de l'homme, il faut également faire face à cela. Il est urgent de garantir l'ouverture d'un espace politique pour les partis et la société civile. Il faut respecter la liberté d'assemblée
et la liberté d'expression. À cet égard, la mise en œuvre des mesures de confiance au titre de l'accord de décembre 2016 reste essentielle. La confiance dans le processus électoral de la part de toutes les parties prenantes sera essentielle pour la crédibilité de ces élections. Le comité conjoint, comité de paix et de sécurité de l'Union africaine, Conseil de sécurité des Nations unies en juillet, ainsi que le comité conjoint Union africaine, SADC, CIRGL et ONU sur le cadre de paix, de sécurité et de coopération montrent un ferme consensus international concernant la RDC. Le message est clair, le monde attend la tenue d'élections crédibles et inclusives en décembre qui mèneront à un transfert de pouvoir démocratique et pacifique. Il est important que le Conseil continue à œuvrer étroitement de manière active avec la région pour faire en sorte que l'on parvienne à cet objectif commun. L'appui de l'ONU au processus électoral est essentiel. La poursuite de contacts actifs de la part de la représentante spéciale, Mme Zerougui, utilisant pleinement ses bons offices, cela sera essentiel et nous devons pleinement appuyer la représentante spéciale. Nous prenons note des intentions ambitieuses de la CENI visant à fournir la logistique et nous encourageons la MONUSCO à continuer à se préparer à aider les autorités dans cette vaste entreprise si cela est nécessaire. L'appui de l'ONU cependant doit toujours dépendre des efforts nationaux visant à garantir la crédibilité du processus. Enfin, Madame la Présidente, l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu la semaine dernière est une grave préoccupation. Comme nous le savons, la situation sécuritaire dans cette région est très grave et ainsi l'opération est très complexe pour la réponse nécessaire. Étant donné que c'est également une région très peuplée, accueillant plus d'1 million de personnes déplacées avec des frontières internationales, eh bien cette situation mérite notre pleine attention. Nous avons tiré les durs enseignements de l'épidémie en Afrique de l'Ouest en 2014. Cette épidémie peut avoir des risques et des incidences pour la paix et la sécurité. La Suède a donc demandé une actualisation de l'OMS sur la situation au Conseil de sécurité demain et nous continuerons à suivre la situation de très près. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la Suède pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à l'État plurinational de Bolivie. You have the floor. Muchas gracias. Merci beaucoup. L'État plurinational de Bolivie salue les interventions de la représentante spéciale du secrétaire général, la chef de la MONUSCO, Mme Leila Zerougui, le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Marcel Outembi, et la porte-parole de l'organisation civile Rien sans les femmes, Mme Solange Louachiga Fouraha, que nous félicitons de son travail et du travail de son organisation pour garantir la participation des femmes congolaises à toutes les instances et que nous remercions également de ses efforts pour garantir la participation aux élections à venir. Madame la Présidente, nous saluons le progrès continu et l'engagement dont a fait montre la RDC pour respecter les délais du calendrier électoral. Notamment, nous saluons ces efforts d'inscription des candidats sans exclusive, en ayant officiellement invité tous les partis politiques à s'inscrire et en ayant ouvert le bureau de réception et de traitement des candidatures. Nous espérons que tous les candidats autorisés par le droit pourront participer aux prochaines élections dans un climat transparent, crédible, inclusif et opportun afin de procéder à un transfert pacifique du pouvoir. Nous nous félicitons d'apprendre que le gouvernement ait décaissé des fonds supplémentaires à la CENI pour que cette entité puisse s'acquitter de ses responsabilités. Nous nous félicitons également que la CENI coordonne les questions logistiques et opérationnelles avec la MONUSCO. Nous les invitons à poursuivre cette coordination et à poursuivre leurs activités de formation de la population quant à l'utilisation des machines de vote, notamment dans les régions reculées. Madame la Présidente, la communauté internationale doit continuer d'œuvrer à renforcer les capacités du gouvernement de la RDC afin de relever les défis de la coordination et de la logistique des élections à venir, et ce, dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale. Nous le rappelons. Pour garantir la tenue d'élections qui conduisent à un transfert pacifique du gouvernement et pour désamorcer les tensions politiques, les partis doivent appliquer les mesures d'instauration de la confiance telles que consacrées dans l'accord du 31 décembre 2016. Une fois de plus, nous appelons de nos vœux sa pleine mise en œuvre.
Le gouvernement et l'opposition doivent œuvrer ensemble à faire avancer ces mesures. Nous lançons un appel à toutes les parties pour qu'elles coopèrent afin de tenir des élections où la participation pleine et entière des femmes soit incontournable, ainsi que la participation des jeunes. Il nous faut redoubler nos efforts pour garantir aux femmes la place qui leur revient à toutes les instances du processus politique, y compris dans les processus de prévention, de négociation, de médiation et de consolidation de la paix. La création de sociétés qui promeuvent l'équité entre les sexes rendent les processus de paix inclusifs et conduisent à une paix pérenne. Tant que les femmes ne seront pas les acteurs de ces processus, nous ne parviendrons pas à une paix pérenne. Nous nous félicitons du concours des organisations régionales, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'Union africaine, le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Le tout afin de préparer ces élections. Nous les invitons à poursuivre leur coopération en étroite coordination avec le gouvernement. De même, nous saluons le travail de la Communauté d'Afrique australe pour le développement et de la MONUSCO qui ont apporté un soutien positif à la tenue d'élections et nous les invitons à poursuivre cette coopération avec la Commission électorale nationale indépendante. Il ne fait aucun doute que le peuple et les institutions congolaises doivent prendre les décisions quant à l'avenir de leur pays. Il s'agit là, selon nous, d'un facteur décisif pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC. De même, pour parvenir à un changement en profondeur qui conduise à la stabilisation et au renforcement de l'état de droit en RDC, il nous faut nous attaquer aux causes profondes du conflit. L'une de ces causes est l'absence de contrôle du pays sur ses ressources naturelles. Par conséquent, la gestion souveraine des ressources naturelles est essentielle à l'état de droit et à la stabilité. Enfin, nous souhaitons dire toute notre solidarité aux victimes de l'épidémie d'Ebola et nous félicitons les autorités congolaises, la communauté internationale et l'OMS de la réaction rapide face à cette crise sanitaire. Merci. Je remercie la représentante de l'État plurinational de Bolivie pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au Koweït. Je vous remercie, Madame la Présidente. Tout d'abord, nous remercions tous les auteurs de ce matin, notamment Madame Zerougui, Monsieur Marcel Otambi et Madame Solange Foa pour leur exposé de qualité ce matin. Nous tenons cette réunion après que le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, a déclaré qu'il ne participera pas aux élections prévues pour le 23 décembre prochain. Nous saluons cette mesure positive ainsi que toutes les mesures positives prises dans le cadre du processus politique, à savoir l'enregistrement des candidats aux élections présidentielles et législatives et le respect par le président Joseph Kabila de la Constitution congolaise et des dispositions de l'accord politique en date du 31 décembre 2016. Après ces mesures positives prises en RDC pendant ce mois et avant 4 mois de la date des élections présidentielles qui nous espérons, seront tenues en temps voulu, en conformément au calendrier électoral en date du 23 décembre sans ajournement ni retard, nous saisissons cette opportunité pour réaffirmer le contenu de la déclaration à la presse du Conseil de sécurité en date du 13 août 2018. À savoir qu'il est important que la classe politique congolaise, les organisations responsables de l'organisation des élections s'engagent à préparer ce processus électoral de façon à en garantir le succès, ainsi que parvenir à un transfert pacifique du pouvoir selon la Constitution et selon l'accord du 31 décembre 2016. Cette déclaration avait également appelé les parties prenantes en RDC de créer les conditions nécessaires pour assurer la mise en place d'un climat propice à la conduite pacifique et inclusive des activités politiques et le déroulement des élections dans des conditions de transparence et de liberté,
ainsi qu'avec la participation de toutes les composantes du peuple congolais. La déclaration avait mentionné également l'importance de prendre des mesures de confiance et de respecter les droits fondamentaux et le calendrier électoral. À la lumière de ces préparatifs, nous encourageons le gouvernement et la CENI à faire une demande auprès de la MONUSCO pour obtenir le soutien logistique et technique. Surtout que le gouvernement congolais a l'intention d'utiliser le vote électoral le jour des élections. Et il s'agit là d'une première expérience dans le cadre des élections au Congo. Et en conclusion, j'insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'unité territoriale en RDC, ce pays grand en termes de superficie, de nombre d'habitants, ainsi qu'au regard des ressources naturelles dont il jouit. Il s'agit d'un pays qui est le cœur battant du continent africain et de ses pays voisins. Sa stabilité sécuritaire et politique se reflètera sans aucun doute sur la stabilité de la région et de ses pays voisins également. Le travail étroitement avec l'Union africaine, la CIRGL, la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que d'autres parties prenantes régionale contribuera à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et de couronner de succès le processus électoral. Je vous remercie, madame. Je remercie le représentant du Koweït pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Guinée équatoriale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous remercions la représentante spéciale, Leila Zerougui, de son exposé exhaustif et édifiant et de ses efforts incessants à la tête de la MONUSCO. Nous souhaitons également remercier Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, et Madame Solange Loachinga Fouraha, porte-parole de l'organisation de la société civile Rien sans les femmes. Nous les remercions de leurs présentations respectives sur la situation actuelle en RDC, et notamment sur les préparatifs des élections de décembre. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom du A3, dont la Guinée équatoriale assure la coordination intérim. Madame la Présidente, nous sommes tous d'accord pour dire que la République démocratique du Congo est à une croisée des chemins. Tout en rappelant la souveraineté du gouvernement de la RDC et de ses institutions, sa direction du processus électoral et sa responsabilité ultime de mener à bien ce processus, il est nécessaire que le Conseil de sécurité suive de très près l'évolution de la situation dans le pays, alors que se préparent des élections en décembre 2018. Nous saluons les étapes franchies, les succès récemment remportés, notamment le déroulement pacifique de l'inscription des électeurs, la désignation des membres du tribunal constitutionnel et la création de tribunaux d'appel provinciaux supplémentaires là où il n'existait pas. L'inscription des candidats à l'élection présidentielle à venir représente en soi un événement historique. Nous souhaitons remercier le président Joseph Kabila d'avoir contribué au bon déroulement de l'inscription des candidats à l'élection du nouveau président de la RDC. Nous espérons que les problèmes restants en lien avec les mesures d'instauration de la confiance seront réglés par les institutions et les autorités compétentes de la RDC dans les plus brefs délais. Madame la Présidente, nous sommes préoccupés par la faible quantité de candidates inscrites, 12% seulement, et nous espérons qu'elles recevront un soutien nécessaire dans la période précédant les élections pour garantir une participation significative des femmes au processus politique du pays. Nous le savons tous, le succès des élections en RDC dépendra de l'inclusivité du processus électoral, de l'engagement de tous les acteurs politiques dont nous attendons qu'ils condamnent toute forme de violence, qu'ils fassent preuve de retenue, qu'ils s'abstiennent de toute provocation risquant
de susciter des tensions. Voilà pourquoi nous recommandons au gouvernement de la RDC et à tous les acteurs de travailler dans un esprit de coopération pour rendre possible le premier transfert pacifique du pouvoir politique dans le pays. Les acteurs congolais doivent définir des objectifs communs pour permettre au pays d'aller de l'avant. La capacité de la CENI à respecter le calendrier électoral restera la priorité pour garantir un processus électoral pacifique, crédible, transparent. C'est un facteur décisif, capital, pour obtenir des résultats positifs qui conduisent à un transfert démocratique du pouvoir politique en RDC. Par conséquent, il ne faut ménager aucun effort pour mettre en œuvre le calendrier électoral. Il sera nécessaire d'adopter des mesures, notamment par la MONUSCO, contre les fauteurs de troubles, ces forces délétères dont l'action menace la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et la tenue des élections. Dans l'intervalle, le plus important dans les préparatifs électoraux est la mise en œuvre de l'accord, qui est la seule façon de désamorcer les tensions. Par voie de conséquence, une fois de plus, nous invitons le gouvernement, les partis concernés et les acteurs nationaux à poursuivre leurs efforts afin de créer des conditions propices à la tenue d'élections crédibles, pacifiques, dans le respect de la Constitution de la RDC et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Eu égard au financement, le soutien logistique et technique aux élections il faut satisfaire tous les besoins des institutions de la RDC. En ce sens, il faut régler une fois pour toutes les questions qui se posent quant à l'utilisation des machines de vote et toutes les questions connexes, notamment le transport, la formation du personnel, l'approvisionnement en énergie au moment voulu. Et nous espérons que l'on utilisera à bon escient l'appui logistique mis à la disposition par la MONUSCO prévu pour le 26 juillet 2018. Nous espérons que les autorités congolaises utiliseront les installations appropriées pour contribuer à la tenue d'élections crédibles et transparentes. Nous le rappelons, pour que ces élections soient un succès, il faut un climat préalable approprié. Donc l'adoption et l'application de mesures de confiance est nécessaire et à cet égard nous sommes préoccupés par les différents quant au fonctionnement et l'utilisation des machines de vote, les listes électorales, autant de contentieux qui risquent de saper gravement la crédibilité de tout le processus électoral dès lors que ces questions ne sont pas réglées de façon opportune avec le sérieux nécessaire pendant la période préélectorale. Les conséquences pourraient être catastrophiques face aux différents scénarios possibles après les élections, d'où la nécessité d'adopter des mesures de prévention, de suivi, pour garantir l'édification et la consolidation d'une paix pérenne dans le pays. Il est particulièrement nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation par le CENI destinées à tous les acteurs et l'opinion publique afin d'instaurer la confiance vis-à-vis de ces dites machines. Madame la Présidente, faire face au problème d'absence de progrès tangible pour mettre en œuvre les mesures de confiance, comme on le voit très bien à la lecture du rapport du secrétaire général, est la condition sine qua non du succès des élections. Il y a déjà eu un précédent. Le CENI et les partis politiques ont engagé un dialogue constructif. Et même si nous saluons toutes ces initiatives, nous exhortons tous les acteurs à poursuivre sur la même voie pour relever les défis futurs. Les activités des mois à venir vont être décisives pour les préparatifs des élections de 2018. Il est absolument essentiel que tous les partis congolaises prennent les engagements nécessaires pour préserver un dialogue continu, dégager le consensus et rendre possible la tenue pacifique des élections. Et à cet égard, il est essentiel que le Conseil envoie un message clair à l'unisson à tous les acteurs politiques congolais. Il est également capital d'insister sur la nécessité d'améliorer la coordination entre les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et autres partenaires internationaux et régionaux
afin de garantir un soutien cohérent et efficace à la RDC. La prochaine visite du Conseil de sécurité en RDC a été prévue pour octobre 2018 et c'est là une initiative louable. Nous comptons sur la participation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine lors de cette visite. Madame la Présidente, la paix en RDC ne sera possible que si les causes profondes sont examinées, notamment la question délicate du financement des différents groupes armés actifs dans le pays, ce qui a eu pour conséquence que cet immense et beau pays si riche traverse des situations si difficiles. Les ressources du pays doivent être utilisées aux fins du développement de son potentiel dans l'intérêt de sa population. Enfin, concernant Ebola, voilà à peu près 6 semaines, nous avons appris que la dernière épidémie avait été endiguée. Mais une nouvelle épidémie vient de se déclarer et nous sommes particulièrement préoccupés et nous espérons qu'elle sera contrôlée rapidement, définitivement et que cette épidémie n'aura pas d'incidence ni sur les préparatifs ni sur les élections à proprement parler. Merci. Je remercie le représentant de la Guinée équatoriale de son intervention et je vais à présent faire une déclaration à titre national. Madame la représentante spéciale du secrétaire général, à mon tour, je tiens à vous remercier, de même que Monseigneur Otembi et Madame Fouraha, de ces interventions extrêmement utiles. Je pense que tout le Conseil a largement pu profiter de vos interventions et je tiens à vous remercier de tout le travail de la MONUSCO en faveur de la paix et de la stabilité en RDC. Selon moi, nous sommes à un tournant et il est important que le Conseil de sécurité dispose des informations de la part des principaux acteurs. Et à notre tour, nous sommes déçus puisque la CENI n'a pas pu participer à cette séance d'information. Nous souscrivons aux préoccupations concernant la participation des femmes, exprimées notamment par la Bolivie et la Guinée équatoriale. Après avoir entendu l'intervention de Mme Fouraha, nous avons pris bonne note des progrès du calendrier électoral, l'achèvement de l'inscription des candidats et la confirmation selon laquelle le président Kabila ne cherchera pas à briguer un 3e mandat. D'autres l'ont dit, c'est un grand pas en avant qui permettra de faire en sorte que des élections sans exclusive et crédibles en décembre conduisent au premier transfert démocratique et pacifique de pouvoir en RDC. Ce serait un accomplissement remarquable, mais encore précaire. Nous sommes à 4 mois des élections, l'ambassadeur Elie l'a très bien dit, et il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement une question de calendrier, il s'agit de créer des conditions propices à des élections libres et régulières. Et à notre tour, nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre dans sa totalité l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment avec les mesures d'instauration de la confiance pour garantir la crédibilité. Nous nous tournons également vers l'opposition que nous invitons à participer de façon constructive à ces efforts. Le processus électoral devrait être transparent et devrait satisfaire les préoccupations de la société civile congolaise. Et à cet égard, j'ai 3 choses à dire. Premièrement, nous invitons la CENI à préciser quel est le protocole électoral pour permettre l'observation et répondre aux préoccupations concernant la liste électorale et les machines de vote. Et nombreux sont les délégations aujourd'hui qui ont évoqué ces difficultés. Nous souscrivons à ces préoccupations. Deuxièmement, la CENI a refusé l'appui logistique de la MONUSCO afin d'organiser les élections. Nous exhortons la CENI à préciser son plan logistique ou à accepter le concours de la MONUSCO sans tarder. Troisièmement, un élément clé dans l'instauration de la confiance vis-à-vis des élections, c'est l'inclusion. Nous sommes préoccupés par la méfiance de plusieurs partis politiques vis-à-vis du processus électoral à la suite de la publication de la liste provisoire de candidats à l'élection présidentielle. Les élections doivent être sans exclusive avec la participation de tous les Congolais. Il est évident que la RDC a de nombreux défis à relever et
des défis qui ont des effets catastrophiques sur la population. Plusieurs intervenants aujourd'hui ont parlé des violations des droits de l'homme dans tout le pays, des liens entre l'incertitude politique et l'instabilité et autres facteurs de violence tels que l'épidémie d'Ebola. Nous partageons pleinement ces préoccupations et nous espérons que l'on pourra y remédier à nouveau. J'appelle de mes vœux la pleine mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Un retard dans la tenue des élections, l'absence de la confiance ne déboucheront que sur davantage de violence, ce qui aura une incidence non seulement sur la RDC, mais qui risque également de déstabiliser l'ensemble de la région. Je reprends en présent mes fonctions de présidente du Conseil de sécurité et je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Madame la Présidente, au moment où votre présidence du Conseil s'achève, permettez-moi de vous féliciter pour la manière dont vous avez conduit les débats au cours de ces mois d'août et de vous remercier pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion qui porte sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, mon pays. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour exprimer les remerciements de ma délégation à vous tous, membres du Conseil de sécurité, pour l'intérêt et le soutien continu que vous avez toujours porté à la situation de mon pays. Monsieur le Président, après avoir suivi les différentes interventions des orateurs qui m'ont précédé, il me semble important, au nom de mon gouvernement, de vous exposer notre perception sur la situation qui fait l'objet de nos discussions. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais vous présenter les excuses du président de la CENI, qui, pour des raisons de son agenda fort chargé, n'a pas pu répondre à votre invitation. Pour revenir à notre sujet du jour, comme nous l'avions signalé le mois passé devant votre Conseil, le processus électoral a suffisamment évolué. Il vient de franchir au jour d'aujourd'hui l'étape du dépôt des candidatures. Il y a lieu de préciser à ce sujet que la CENI a réceptionné 19 437 dossiers de candidatures pour les élections provinciales, 15 222 pour les élections législatives et 25 pour l'élection présidentielle. Concernant particulièrement l'élection présidentielle, comme vous l'avez suivi, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, a tenu sa parole, se conformant ainsi à sa déclaration de respecter la Constitution du pays, faite bien avant le début du processus électoral et répétée au fur et à mesure que celui-ci allait son bonhomme de chemin. Après le dépôt des différentes candidatures, la CENI a, conformément à la loi, procédé à leur examen, à l'issue duquel ont été déclarés irrécevables le dossier de ceux des candidats ne remplissant pas les conditions prescrites par la loi. Ainsi, pour nous limiter au seul cas de l'élection présidentielle, sur les 25 candidatures enregistrées par la CENI, 6 n'ont pas été retenues. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le processus a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière et nous rapproche de plus en plus de son point d'arrivée. Monsieur le Président, en dépit des efforts énormes et très appréciables fournis par le gouvernement et la CENI pour atteindre le résultat auquel le processus est parvenu aujourd'hui, certains parmi vous continuent à se montrer sceptiques et à se poser des questions, parmi lesquelles 5 me semblent particulièrement importantes et méritent un éclaircissement de notre part. Il s'agit des questions relatives à la machine à voter, aux 6 millions d'électeurs potentiels enregistrés sans empreinte digitale, au financement des élections, à la logistique et à la décrispation du climat politique. S'agissant de la machine à voter, la CENI est consciente des appréhensions que soulèvent certains d'entre vous. Les Congolais eux-mêmes les ont aussi soulevées. C'est pour faire face à cette situation, en vue de renforcer la confiance et de dissiper le doute, que la CENI a entrepris depuis plusieurs mois une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur l'utilisation de dites machines. Cette campagne, qui a débuté avec les partis regroupements politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que la société civile,
se poursuit aujourd'hui au niveau de l'arrière-pays avec la population rurale. Comme nous l'avons déjà souligné devant votre Conseil, lors de la réunion du 21 juillet 2018, bien qu'appelée à tort machine à voter, celle-ci ne votera pas en lieu et place de l'électeur. Son rôle est d'imprimer le bulletin de vote que l'électeur sera appelé à glisser dans l'urne. En tout état de cause, ma délégation vous rassure du fait que la CENI reste ouverte et pourra vous fournir toutes les précisions que votre Conseil souhaiterait obtenir d'elle sur les aspects techniques liés à l'utilisation de ces machines. Pour ce qui est de 6 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a effectué l'audit du fichier électoral et qui a constaté cette situation, a formulé des recommandations pour l'amélioration du fichier. La CENI y travaille. Il est aussi important de préciser ici que l'Organisation internationale de la francophonie a souligné dans ses conclusions que cette situation ne remettait pas en cause la qualité des lecteurs des personnes concernées. En effet, l'Organisation internationale de la francophonie affirme à ce sujet dans ses conclusions ce qui suit, je cite: « La présence des lecteurs sans empreinte à hauteur de 16,6% répartis sur l'ensemble du territoire national ne remet pas pour autant en cause, conformément à la loi, leur qualité de lecteurs. » Fin de citation. En fin de compte, il est important de souligner ici que l'audit réalisé par l'OIF est le résultat de la volonté du gouvernement et de la CENI, et dont le but est d'assurer la transparence du processus pour sa crédibilité. Concernant le financement des élections et la logistique, la détermination du gouvernement de poursuivre les efforts engagés pour conduire le processus jusqu'à son terme demeure avec le seul financement du pays. Comme nous l'avons toujours souligné, notre pays reste ouvert aux apports d'autres partenaires, pourvu que ceux-ci soient fournis sans conditionnalité et s'effacent dans le respect de sa souveraineté. Enfin, quant à la décrispation du climat politique, pour ne pas revenir sur des explications qui vous ont déjà été fournies dans nos précédentes interventions, il nous semble important de nous résumer en vous disant que le gouvernement a déjà pris une série de mesures pour répondre aux exigences formulées dans l'accord politique du 31 décembre 2016, en rapport avec la libération des prisonniers dits politiques. Ceux qui faisaient partie de cette catégorie ont été effectivement mis en liberté. Les cas restés pendants, dits emblématiques, que nous avons aussi souvent évoqués devant vous, concernent des personnes qui se sont rendues coupables d'infractions de droit commun. Vous conviendrez avec nous que le pouvoir public, qui sont censés protéger le plus faible et promouvoir l'état des droits et l'égalité des citoyens devant la justice, ne peuvent interférer dans ce genre de situations sans violer la Constitution en créant dans le pays une justice à double vitesse. Je ne peux clore avec ces points sans revenir sur le point concernant les cas de contestation que pourraient engager ceux des candidats dont les dossiers ont été déclarés irrécevables. Ma délégation tient à informer votre Conseil que les élections s'organisent dans tous les pays du monde sur base d'une loi électorale qui définit les conditions que doivent remplir les candidats. Il en est de même pour la République démocratique du Congo. Il est donc normal que les candidats qui n'ont pas rempli les conditions prescrites par la loi ne soient pas retenus. Comme certains d'entre vous l'ont reconnu, ces candidats ont la possibilité d'introduire leur recours d'ici le 19 septembre 2018 devant les juridictions compétentes pour être rétablis dans leurs droits. Mais dans les cas contraires, mon gouvernement saurait à votre Conseil et à la communauté internationale de demander aux candidats malheureux d'accepter la rigueur de la loi et de respecter les lois du pays et la Constitution, comme l'a fait le président Kabila. Monsieur le Président, le peuple congolais tient aux élections
qui, comme vous le savez, auront lieu le 23 décembre 2018. Le gouvernement et la CENI y travaillent pour qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, dans la transparence et dans un climat apaisé. Cet objectif ne peut être atteint qu'avec l'engagement de tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, qui doivent s'abstenir de tout propos et comportement de nature à créer un climat de tension et à provoquer le désordre. Le gouvernement attend donc de tous les acteurs politiques du pays qui puissent accompagner ces processus de manière constructive par des actions positives. Le gouvernement attend aussi le même comportement des partenaires internationaux. À cet égard, ma délégation se permet de relever ce qui suit. Le processus électoral en RDC a beaucoup souffert de nombreuses ingérences et interférences de l'extérieur, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Cet état des choses n'a pas nécessairement fait avancer le processus, qui a eu entre autres pour conséquence le report des élections, dont on a fait malheureusement porter la responsabilité à une seule personne, le président Kabila. Le processus a aussi souffert de la crise de confiance, entretenue par des suspicions qui ont été inoculées aux Congolais, si bien que ceux-ci se sont mis à douter d'eux-mêmes, au point de se comporter en sceptiques devant la promesse solennelle de respecter la Constitution faite par le chef de l'État. Ma délégation estime que la communauté internationale, qui a sa part de responsabilité dans cette situation, doit adopter un langage mesuré et posé pour aider à dissiper cette crise au stade actuel du processus. Le résultat obtenu jusqu'ici par les CENI doivent nous inciter à faire confiance à cette institution et la laisser poursuivre sa mission jusqu'au bout, en évitant d'interférer dans son travail par des considérations qui relèvent beaucoup plus de la spéculation plutôt que de la réalité. Les contributions positives pour l'amélioration du processus sont les bienvenues. Elles doivent se faire dans le respect mutuel entre partenaires. Enfin, depuis la concrétisation de la promesse du chef de l'État de respecter la Constitution, la situation politique aussi bien au pays qu'au niveau de la communauté internationale semble connaître un moment de répit. Notre souhait de voir cette situation durer pour permettre, pour la première fois de l'histoire de notre pays, une transition pacifique du pouvoir au sommet de l'État congolais. Dans cette perspective, le gouvernement et le peuple congolais comptent aussi sur les Nations Unies, plus particulièrement le Conseil de sécurité, organe qui a dans ses missions la responsabilité de garantir la paix et la sécurité internationale. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de son intervention. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. La séance est levée.